Je citerai une phrase de Bossuet, que l'avocat à la défense de Flaubert, parce que Flaubert a été... Dans la pénombre de la rue de Verneuil, au cœur de ce Paris intime qui fut le sien, Serge Gainsbourg vivait comme un poète enfermé dans sa propre légende. Les murs de sa maison semblaient respirer la fumée de ses cigarettes, le parfum de ses muses, l'écho de ses mélodies. On le connaissait pour ses provocations, ses excès, ses scandales, qui faisaient trembler l'opinion publique. Mais derrière cette image d'iconoclaste se cachait un homme profondément cultivé, façonné par des influences qui l'avaient guidé tout au long de son chemin. Car Serge Gainsbourg n'était pas seulement le Gainsbar des journaux à sensation. Il était avant tout un enfant de la musique, un pianiste formé au classique, un amoureux des mots, un curieux insatiable qui trouvait son inspiration dans les grandes figures qu'il admirait. Pour lui, l'art n'était pas un simple métier, mais un combat de chaque instant, une quête pour réinventer la beauté quitte à choquer, quitte à brûler ses ailes au feu de la liberté. À 63 ans, l'homme à la tête de chou n'avait plus rien à prouver. Pourtant, dans ses confidences les plus sincères, il évoquait encore ces artistes qui avaient marqué sa mémoire, des modèles qu'il ne cessait de contempler comme des phares dans la nuit. Derrière ses lunettes noires, dans le silence de ses nuits blanches, il murmurait parfois leurs noms comme des prières discrètes. Qui étaient ces maîtres secrets, ces voix tutélaires qui avaient nourri son génie? Quel visage se cachait derrière l'ombre de ses chansons, derrière la caresse d'un accord, derrière la morsure d'un mot? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce panthéon intime, sur ces 6 artistes que Serge Gainsbourg admirait plus que tout. Et en découvrant ces figures, c'est peut-être un autre visage de Gainsbourg que nous allons entrevoir, celui de l'enfant émerveillé, de l'étudiant obstiné, de l'homme qui sut aimer l'art avant même d'aimer le scandale. Avant d'être Serge Gainsbourg, le provocateur adulé et redouté, il y eut un jeune Lucien Gainsbourg qui déambulait dans les cafés enfumés de Saint-Germain-des-Prés. Là, entre les murs vibrants du Tabou ou du Club Saint-Germain, il découvrit un univers où la littérature, le jazz et la poésie s'entremêlaient. Et au centre de cette effervescence, un homme brillait de 1000 feux, Boris Vian. Vian n'était pas seulement écrivain. Il était musicien, trompettiste, parolier, dramaturge, bref, un esprit libre qui refusait les frontières. Gainsbourg le regardait comme on contemple un aîné indomptable. Chez Vian, il y avait cette capacité à transformer l'absurde en beauté, le scandale en manifeste artistique. C'était exactement ce que le jeune pianiste rêvait de faire, prendre les codes de la bourgeoisie, les tourner en dérision, les sublimer dans un éclat de rire amer. Le premier contact de Gainsbourg avec l'œuvre de Vian fut une révélation. Ses romans, L'écume des jours. L'automne à Pékin déployait un univers où la fantaisie servait à dénoncer les hypocrisies sociales. Ses chansons souvent interdites ou censurées portaient cette ironie mordante que Gainsbourg allait reprendre à son compte. Quand Vian chantait « Le déserteur », il rappelait que la chanson pouvait être une arme, une lettre ouverte à la société. Gainsbourg, des années plus tard, écrirait « Aux armes » et quêtera dans la même veine de provocation poétique. Dans les souvenirs de Gainsbourg, Vian était un frère d'âme. Tous deux partageaient cette conviction que l'art devait bousculer. Pas question de flatter le public, il fallait le mettre face à ses contradictions. Et c'est dans cette attitude que Gainsbourg puisa une partie de son courage, car s'il osa plus tard choquer avec « Je t'aime », moi non plus, ou déstabiliser les codes de la chanson française en mélangeant reggae rock et symphonie classique, c'était parce que Vian lui avait montré la voie, celle où la liberté ne se négocie pas. Mais l'admiration de Gainsbourg ne se limitait pas aux œuvres. Il y avait chez Vian une élégance, un humour désespéré qui fascinait. Le voir raconter des absurdités avec un sourire mélancolique, c'était comprendre que l'artiste pouvait être à la fois léger et profond, drôle et tragique. Serge, qui se définissait souvent comme un clown triste, retrouvait dans ce miroir une part de lui-même. Lorsque Boris Vian disparut prématurément à l'âge de 39 ans, Gainsbourg fut bouleversé.
la France perdait une voix singulière et lui perdait un repère. Pourtant, l'héritage demeura. À travers chaque mot cynique, chaque métaphore grinçante, on devine encore la filiation secrète. Serge Gainsbourg avançait dans le sillage de Boris Vian comme un héritier indocile qui prolongeait la révolte avec ses propres armes. Ainsi, dans le panthéon intime de Gainsbourg, Boris Vian occupe la première marche. Il fut le modèle initial, celui qui prouva que la provocation pouvait être noble, que l'art même dérangeant restait un cri nécessaire. Avant d'oser écrire ses propres chansons, le jeune Serge Gainsbourg passait des heures à écouter les maîtres du jazz manouche. Parmi eux, un nom brillait comme une légende, Django Reinhardt. L'homme à la guitare flamboyante capable de transformer chaque note en éclat de feu, incarnait pour Gainsbourg la liberté absolue. L'adolescent Lucien Gainsbourg, encore timide, se glissait dans les clubs de Pigalle et de Montmartre. Là, il voyait Django assis avec son instrument, entouré d'un cercle de musiciens attentifs. À peine ses doigts touchaient-ils les cordes que la salle entière se suspendait à ce flux de musique à la fois fragile et indomptable. Gainsbourg, pianiste classique de formation, comprenait alors qu'il existait une autre voie que les partitions rigides du conservatoire, une voie où l'improvisation devenait vérité, où la passion guidait la technique. Ce qui fascinait le plus Serge, c'était l'histoire personnelle de Django. Survivant d'un terrible incendie, il avait perdu l'usage de 2 doigts de la main gauche. Mais au lieu de renoncer, il inventa une nouvelle manière de jouer. Pour Gainsbourg, ce destin résonnait comme une parabole. L'artiste véritable ne s'incline pas devant l'adversité, il la transforme en force. Plus tard, quand il affronta les critiques, les censures, les insultes, Gainsbourg gardait en mémoire l'image de Django triomphant de son handicap, créant une musique que personne n'avait imaginée. Dans son propre langage, Serge tenta de retrouver ce souffle. Écoutez les arrangements jazzy de ses premiers disques et vous percevrez cette filiation discrète. Même dans ses chansons les plus provocantes, il y a toujours une élégance rythmique héritée de Django. Gainsbourg admirait cette capacité à séduire sans jamais se plier à imposer une voix singulière dans un monde de formats. Il aimait aussi la figure bohème de Reinhardt. Cet homme qui vivait dans ses caravanes libres de toute contrainte incarnait une forme de poésie vivante. Pour Serge, qui craignait l'enfermement, Django représentait une promesse, celle que l'artiste pouvait rester lui-même, même dans la célébrité. Dans ses confidences, Gainsbourg évoquait souvent Django comme un héros de l'ombre. Ce n'était pas seulement un virtuose, c'était un symbole de résistance créative. De Boris Vian, il avait appris la provocation littéraire. De Django, il apprit l'insolence musicale. Ainsi, dans le cœur de Gainsbourg, la guitare de Django n'était pas seulement un son. C'était un cri, une blessure transformée en beauté. Et dans chaque note chaloupée, chaque dissonance assumée, Serge retrouvait la preuve que l'art pouvait renaître même de la cendre. Si Serge Gainsbourg maniait l'ironie comme une arme tranchante, Jacques Brel lui choisissait la déchirure brute, l'émotion à vif. 2 styles différents, 2 visages de la chanson française, mais une admiration profonde reliait le provocateur de la rue de Verneuil au poète flamand qui faisait trembler les planches. Lorsque Gainsbourg voyait Brel sur scène, il était frappé par cette intensité physique, cette manière de donner tout son souffle, tout son corps à une chanson. Brel ne chantait pas, il brûlait. Il se tordait, il transpirait, il implorait, comme si chaque mot était arraché à ses entrailles. Pour Gainsbourg, qui cultivait une distance glaciale face au public, cette ardeur était fascinante. Il n'aurait jamais imité ce style, mais il en reconnaissait la grandeur. Ce que Serge admirait, c'était le courage de Brel, oser dire sans détour la douleur des amours impossibles, la mélancolie des lendemains vides, la rage contre la médiocrité. Dans « Ne me quitte pas » Gainsbourg retrouvait une vérité universelle dépouillée de toute ironie. Dans Amsterdam, il entendait le grondement des ports, la brutalité des hommes, la poésie du quotidien transformée en épopée. Lui qui jouait souvent à cacher sa sensibilité derrière l'humour noir, voyait chez Brel un contre-modèle, celui qui ose montrer ses plaies. Cette opposition nourrissait l'admiration.
Gainsbourg confessait parfois que sans Brel, la chanson française n'aurait peut-être jamais trouvé cette dignité littéraire, qui lui permettait à lui aussi de s'aventurer dans des textes audacieux. Tous deux partageaient un même culte de la langue. Brel maniait la métaphore comme un fleuve en crue, Serge préférait les images tranchantes comme des éclats de verre. Mais l'un et l'autre savaient que la chanson n'était pas un divertissement léger, c'était de la poésie mise en musique, une forme de littérature à part entière. Dans le panthéon intime de Gainsbourg, Jacques Brel n'était pas un rival, mais une sorte de frère d'écriture. Un frère qui choisissait une voie différente, mais dont le courage artistique inspirait le respect. Serge aimait rappeler que la chanson pouvait être théâtrale, excessive, grandiose. Et chaque fois qu'il revoyait le visage de Brel déformé par la passion, il savait que l'art véritable ne supporte ni tiédeur ni demi-mesure. Pour Gainsbourg, Brel incarnait la grandeur tragique, un homme qui s'offrait en sacrifice sur scène, qui acceptait de se consumer pour transmettre une vérité. C'était cette dévotion absolue qui éveillait en lui une admiration sincère, presque fraternelle. Dans les années 50, au cœur des caves de Saint-Germain-des-Prés, Serge Gainsbourg était encore un pianiste discret qui cherchait sa voix. Et là régnait une figure magnétique, une muse qui incarnait à elle seule l'esprit du quartier Juliette Gréco. Ses longs cheveux noirs, ses robes sobres, son regard profond, faisaient d'elle une apparition presque mystique. Pour le jeune Serge, elle était l'image même de la chanson devenue littérature, du verbe porté par une silhouette sculptée dans la nuit. Gréco n'était pas seulement chanteuse. Elle était l'égérie des existentialistes, l'amie de Sartre, de Prévert, de Miles Davis. Elle promenait sa voix grave comme une énigme dans les couloirs du temps. Gainsbourg, timide mais attentif, observait cette femme capable de transformer un simple texte en incantation. Chaque mot dans sa bouche devenait sortilège. Et lui, qui doutait souvent de sa propre légitimité d'artiste, trouvait dans cet exemple la preuve que la chanson pouvait rivaliser avec la poésie et la philosophie. Ce qui fascinait Serge, c'était cette façon de chanter sans artifice. Pas de gestes superflus, pas de séduction facile, tout passait par la voix et l'intensité du regard. En la voyant, il comprit que l'émotion la plus puissante naissait parfois de la retenue. Gréco ne criait pas, elle murmurait. Elle ne séduisait pas par l'éclat, mais par l'ombre. Et Gainsbourg, lui qui se sentait toujours un peu en marge, retrouva dans ce style une résonance intime. Leur relation ne fut pas seulement celle d'un admirateur à une muse lointaine. Ils se croisèrent, se parlèrent, partagèrent ce goût commun pour les mots ciselés. Gréco interpréta certains de ses textes, offrant à ses chansons une densité qu'il n'aurait peut-être pas osé revendiquer seul. Pour Serge, c'était une consécration, être reconnu par la prêtresse du quartier, c'était entrer dans la lignée des poètes de Saint-Germain. Ce que Gainsbourg admirait surtout, c'était le courage de Juliette Gréco. Dans une époque où la femme était souvent réduite à un rôle secondaire, elle imposait sa voix, son corps, son esprit, avec une liberté radicale. Elle refusait les compromis, elle choisissait ses chansons comme on choisit des armes. Cette intransigeance, Serge la respectait profondément, lui, qui se battait chaque jour pour ne pas céder à la facilité. Dans son panthéon personnel, Gréco tenait donc une place particulière, elle était à la fois modèle inspiratrice et complice. Une femme qui avait su faire de sa vie une œuvre et de sa voix une mémoire collective. Pour Gainsbourg, Juliette Gréco n'était pas seulement une artiste, elle était la preuve que l'art pouvait changer le destin et qu'une chanson pouvait contenir tout un monde. Il y a dans la mémoire de Serge Gainsbourg une silhouette qui ne s'efface jamais, celle d'Édith Piaf. Pour lui, elle représentait l'âme nue de Paris, une voix sortie des pavés des bars de quartier et des blessures intimes. Quand Piaf chantait, ce n'était pas de la musique, c'était un cri de vie, une prière, une confession. Et Gainsbourg, qui cachait souvent sa fragilité derrière l'humour noir, se laissait bouleverser par cette sincérité absolue. Le jeune Serge avait grandi en écoutant ces refrains qui traversaient la ville, la vie en rose, hymne à l'amour. Non, je ne regrette rien. Chaque chanson de Piaf portait une intensité qui défiait les modes. Elle ne cherchait pas l'élégance ni la subtilité, elle offrait son cœur brut sans défense.
Pour Gainsbourg, cette générosité artistique était une leçon. Lui qui construisait des labyrinthes de mots, voyait en Piaf l'exemple inverse, la vérité nue, sans détour, sans masque. Ce qu'il admirait profondément, c'était le courage qu'il fallait pour chanter ainsi. Piaf avait connu la misère, les tragédies, les amours brisés, mais sur scène, elle transformait tout cela en lumière. Gainsbourg, qui se sentait souvent poursuivi par ses propres démons, trouvait en elle une figure rédemptrice, la preuve que l'art pouvait sublimer la douleur, que la chanson pouvait devenir une revanche sur le destin. Ils ne cherchaient pas à limiter leur style, étaient trop différents. Piaf était le volcan, lui était la glace. Elle flamboyait dans la souffrance, lui se réfugiait dans l'ironie. Mais cette opposition nourrissait son admiration, car malgré leurs différences, ils partageaient la conviction que la chanson française n'était pas un divertissement léger, c'était un art majeur, capable de porter des vérités universelles. Serge disait parfois qu'Édith Piaf était l'âme de la chanson française. Dans son panthéon intime, elle incarnait la pureté originelle, le cœur battant de cette tradition, qu'il voulait lui aussi prolonger à sa manière. Et même si leurs chemins ne se croisèrent pas vraiment, son ombre veillait sur lui comme une présence indestructible. Pour Gainsbourg, Piaf était la preuve que la chanson pouvait être plus forte, que la douleur plus durable, que la gloire plus vraie, que la vie elle-même. Une voix éternelle qui résonnait encore dans ses propres silences. Derrière l'image de l'homme provocateur du chanteur scandaleux Serge Gainsbourg, restait avant tout un enfant du piano. Avant d'oser écrire ses premières chansons, il rêvait de devenir concertiste. Ses journées d'adolescent étaient rythmées par des heures de travail au clavier où il plongeait dans l'univers d'un compositeur qu'il vénérait par-dessus tout, Frédéric Chopin. Pour Gainsbourg, Chopin représentait la quintessence du romantisme. Dans ses nocturnes, il entendait la mélancolie pure, cette tristesse délicate, qui se transforme en beauté. Dans ses préludes, il retrouvait une forme de liberté structurée, une élégance qui semblait défier le temps. Là où Boris Vian lui avait appris la provocation, où Django lui avait montré l'improvisation, où Piaf incarnait la passion Chopin, était la source originelle, le socle invisible de toute sa sensibilité musicale. Assis devant son piano, Serge s'abandonnait à ses harmonies comme on s'abandonne à un rêve. Chaque note de Chopin lui rappelait que la musique pouvait dire ce que les mots n'osaient pas exprimer. C'est là qu'il comprit que l'art n'était pas seulement un jeu d'intelligence ou de séduction, mais une confession intime. Si plus tard il fit scandale avec ses chansons, c'était parce qu'il cherchait, comme Chopin, à atteindre cette vérité nue. Il admirait aussi la fragilité de Chopin. Un homme malade, solitaire, souvent exilé, mais capable de transformer sa souffrance en chef-d'œuvre immortel. Serge se reconnaissait dans ce destin, lui aussi se sentait étranger dans son époque, rejeté par certains, incompris par beaucoup. Chopin lui montrait qu'il était possible de rester fidèle à sa propre voix, même dans la douleur. Dans son panthéon personnel, Chopin occupait donc la place suprême. Non pas comme une idole lointaine, mais comme un maître silencieux qui l'accompagnait depuis l'enfance. Chaque fois qu'il effleurait les touches du piano, il retrouvait ce parfum de nostalgie, ce lien invisible avec l'exilé polonais devenu légende universelle. Pour Serge Gainsbourg, Chopin était plus qu'un compositeur, il était le miroir de sa propre mélancolie, l'écho de son âme secrète. Et dans ce mélange de grâce et de désespoir, il puisait la force de créer, de transgresser, de brûler sa vie dans l'art. Dans la maison de la rue de Verneuil, devenue sanctuaire après sa disparition, chaque objet semble encore porter la trace de Serge Gainsbourg. Le piano, les tableaux, les murs tapissés de souvenirs racontent l'histoire d'un homme qui n'a jamais cessé de chercher, d'aimer, d'admirer. Derrière l'icône provocatrice, il y avait ce mélomane secret, façonné par 6 figures tutélaires, Boris Vian Django, Reinhardt, Jacques Brel, Juliette Gréco, Édith Piaf et Frédéric Chopin. Chacun d'eux fut une étoile dans son ciel personnel. De Vian, il retint l'ironie subversive. De Django, la liberté musicale. De Brel, l'intensité dramatique. De Gréco, la profondeur intellectuelle. De Piaf, la vérité brute. Et de Chopin,
la mélancolie infinie. Ces influences tissées ensemble formèrent la trame d'un univers unique, où le scandale n'était jamais gratuit mais toujours porteur d'un écho artistique. Aujourd'hui, alors que ces chansons continuent de résonner, il est essentiel de se souvenir que Gainsbourg n'était pas seulement un provocateur. Il était l'héritier d'une tradition, le passeur d'émotions, le poète, qui transformait ses blessures en mélodies. Admirer ses propres maîtres fut pour lui une façon d'honorer la chaîne invisible qui relie tous les artistes à travers le temps. Et lorsque l'on réécoute ses mots ou ses accords, on devine encore derrière la fumée et les provocations la présence discrète de ces 6 ombres bienveillantes. Serge Gainsbourg, enfant rebelle et poète maudit, ne fut jamais seul. Il avançait porté par l'admiration dans la grande fraternité des artistes. Ah.